Il entra dans la concession en vêtements simples, les bottes tachées de terre. Les vendeurs ricanèrent, plaisantant sur le fait qu'il allait peut-être payer avec le lait de ses vaches. Mais lorsqu'il révéla plus tard sa véritable identité et la raison de sa visite, leurs rires se changèrent en larmes. Tout commença un lundi matin quand Marco Herrera gara son vieux pick-up Ford devant le plus élégant showroom Mercedes-Benz de Sao Paulo. Le contraste était frappant. Des voitures étincelantes valant des millions brillaient sous les projecteurs, tandis que son camion de 1998 ressemblait à une relique au milieu de machines futuristes. Marco descendit lentement, posa son chapeau de paille sur sa tête et fixa le bâtiment vitré qui s'élevait devant lui comme un temple moderne. Marco avait 62 ans, ses mains rugueuses racontaient une vie entière à travailler la terre, et sa manière d'être reflétait celle d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de faire semblant. Il portait une chemise entrouverte, un jean rapiécé et des bottes en cuir ayant traversé plus de boue que la plupart n'en verraient jamais. Dans la poche de sa chemise, il gardait un paquet de papiers usés et pliés, protégé comme un trésor. Poussant les portes vitrées, il fut frappé au visage par un souffle d'air glacé aussi vif qu'une gifle. L'ambiance avait de quoi impressionner même les plus endurcis. Le sol en marbre brillait comme un miroir, une douce musique classique flottait depuis des haut-parleurs invisibles. L'odeur des voitures neuves se mêlait à celle du cuir italien, du genre qui coûte plus cher au mètre carré que ce que beaucoup gagnent en un mois. 3 vendeurs discutaient près d'une élégante Mercedes S-Classe noire, dont le prix dépassait celui d'une maison à la campagne. Quand Marco entra, le premier jeta un regard au second, le second au troisième, et tous fixèrent Marco comme s'il s'était trompé de monde. Le silence devint si pesant qu'on aurait dit que même la musique s'était arrêtée. « Bonjour », dit Marco d'une voix grave et posée, sans peur ni empressement. « Je voudrais parler à quelqu'un à propos de camions. » David Jiménez, le directeur commercial, était un homme de 40 ans, portant un costume plus cher que la plupart des voitures des Brésiliens moyens. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, une montre suisse brillait à son poignet, et son sourire forcé transpirait plus l'arrogance que le charme. Il lâcha un petit rire et murmura quelque chose à Helena, la vendeuse à ses côtés, qui se couvrit rapidement la bouche pour cacher son fou rire. « Des camions !» répéta David, comme si Marco avait parlé une langue étrangère. « Monsieur, êtes-vous sûr d'être au bon endroit? Ici, c'est Mercedes-Benz, pas une casse. » Sa remarque provoqua les rires des autres. Marco resta impassible. Il en avait vu d'autres, des insultes, il en avait reçu bien pire et de gens bien plus durs. Réajustant son chapeau, il répondit calmement « Des camions, Mercedes, je veux en acheter 15. » Cette fois, les rires éclatèrent dans toute la salle. Helena se pencha vers David et murmura assez fort pour que Marco entende « Il croit peut-être que c'est un magasin de jouets. » « 15 camions d'un coup ?» ricana David, toisant Marco de haut en bas avec mépris. « Il croit sûrement qu'il peut payer avec du lait et des œufs, comme à la ferme. » Les éclats de rire furent si bruyants que même les clients de l'autre bout du showroom se retournèrent pour voir ce qu'il se passait. Marco sentit la chaleur monter dans son visage, non par honte, mais par une colère qu'il avait appris à dominer. Une colère née d'années à observer des gens étroits d'esprit se croire supérieurs, parce qu'ils portaient des vêtements coûteux. « Puis-je voir les camions ?» demanda-t-il à nouveau, la voix toujours calme. « J'ai l'argent pour payer comptant. » « Comptant ?» David se plia de rire. « Savez-vous seulement combien coûte un camion Mercedes? Ce n'est pas une charrette. » « Je sais exactement combien, » répondit Marco, toujours serein, en sortant les papiers froissés de sa poche. « C'est pour ça que je suis venu. Il me faut 15 de vos modèles les plus avancés, haut de gamme. » David ne jeta même pas un œil au document. D'un geste désinvolte, il se tourna vers Helena. « Helena, appelle le vendeur de voitures d'occasion en bas de la rue. Il aura quelque chose à son niveau. »« David, » dit Marco fermement. Quelque chose dans son ton coupa net les rires et fit hésiter le directeur. « Je ne suis pas venu pour des véhicules d'occasion. Je suis venu pour 15 camions Mercedes tout neufs, 0 km, avec toutes les options et technologies disponibles.
Et vous comptez payer comment? Demanda Helena sur un ton moqueur. Avec du soja? Du maïs? Ou bien vous allez faire entrer vos vaches ici? Marco inspira profondément. Il savait que ce moment viendrait, il venait toujours. Il y avait toujours des gens pour juger trop vite, des gens qui mesuraient la valeur à l'apparence confondant modestie et ignorance. Fixant David dans les yeux, il répéta « Je paierai comptant. Un virement bancaire, de l'argent propre, gagné honnêtement grâce à mes terres. » « Vos terres » ricana David. « Quelles terres, monsieur ?»« Quelques hectares perdus au milieu de nulle part. »« 12 fermes. » répondit simplement Marco, répartis dans 4 États différents, 20 000 hectares de soja, maïs et coton, exportés en Chine, en Europe et aux États-Unis. Cette fois, le rire de David sembla un peu forcé. Quelque chose dans la certitude de Marco le déstabilisait, même si son arrogance cherchait encore à dominer. « Écoutez, monsieur, commença David. Marco Herrera. Monsieur Marco, écoutez, dit David d'une voix dégoulinante de condescendance. Je comprends, tout le monde a des rêves. Mais ici, ce n'est pas un cirque. Ces camions coûtent plus d'1 demi-million chacun. 15 camions, ça fait plus de 7 millions de réais. Vous vous rendez compte d'une telle somme? Je comprends très bien, répondit Marco en dépliant un des papiers de sa poche. Et je sais aussi que 15 Mercedes Actros donnent 151, 6 x 4, tout équipé, coûte exactement 7 450 000 réais. J'ai fait mes recherches. Le rire de David se figea. Le chiffre était précis, trop précis pour venir de quelqu'un censé ne rien connaître du milieu. Mais sa fierté blessée l'empêchait d'admettre qu'il avait peut-être eu tort. « Et tu as trouvé ça où? Sur Internet ?» se moqua-t-il. « Tout le monde peut vérifier des prix en ligne. Payer, c'est une autre affaire. » « Puis-je parler au propriétaire de la concession ?» demanda Marco en remettant les papiers dans sa poche. « Le docteur Lorenzo ne reçoit pas n'importe qui, » répondit David avec mépris. « Il ne voit que des clients VIP, des figures importantes, de vrais hommes d'affaires. »« Alors organisez un rendez-vous, » dit Marco. « Inutile, je peux attendre. »« Attendre ?» coupa Helena sèchement. « Monsieur, le docteur Lorenzo planifie ses rendez-vous longtemps à l'avance. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas simplement venir ici et exiger qu'il vous reçoive. »« Je n'exige rien, » dit Marco calmement. « Je demande, et je peux attendre aussi longtemps qu'il faudra. » David jeta un regard à Helena. Helena regarda les autres vendeurs. Tous fixaient Marco comme s'il représentait un problème qu'ils ne savaient pas résoudre. Des clients importants arrivaient, la réputation soignée de la concession était en jeu, et cet homme modeste perturbait leur atmosphère parfaitement orchestrée. « Monsieur Marco, » tenta David encore une fois, « pourquoi ne pas rentrer chez vous, organiser vos papiers correctement et revenir un autre jour? Peut-être dans une concession plus adaptée à votre profil. » Marco balaya la pièce du regard. Il vit les voitures de luxe scintillantes, le personnel tiré à 4 épingles, les clients fortunés venus pour leur rendez-vous du matin. Mais il vit aussi autre chose, des gens aveuglés par les apparences, qui croyaient que le prix définissait la valeur, qui confondaient vêtements coûteux et importance. « Je vais m'asseoir là-bas et attendre », dit-il enfin en désignant les fauteuils en cuir de la réception. « Quand le docteur Lorenzo arrivera, je voudrais lui parler », ajouta Marco. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il s'installa dans un des fauteuils, retira son chapeau de paille, le posa délicatement sur ses genoux et resta immobile avec la patience d'un homme qui avait passé sa vie à semer et attendre que les graines poussent. David remuait, nerveux. Helena semblait mal à l'aise. Les autres vendeurs commencèrent à chuchoter entre eux. Des clients importants entraient, et ce simple fermier assis calmement dans le hall créait un malaise que personne ne savait gérer. Mais Marco n'était pas inquiet. Il était venu avec un but, une mission valant bien plus que 7 millions de réais. C'était une promesse qu'il avait faite, une promesse qu'il comptait tenir, quel qu'en soit le prix. Et pendant qu'il attendait, il observait. Il étudiait comment ces gens se traitaient entre eux, avec quelle rapidité ils jugeaient sur l'apparence, à quel point ils confondaient facilement richesse et intégrité.
Bientôt, ils allaient apprendre une leçon qu'ils n'oublieraient jamais, que les apparences trompent et que la vraie valeur ne se mesure jamais au prix des vêtements. 1 heure passa. Marco n'avait pas bougé, son chapeau posé sur ses genoux, le regard fixé dans le silence. David peinait à contenir sa frustration. L'homme était en train de gâcher l'ambiance du showroom. Des clients huppés entraient, voyaient cette silhouette sur le fauteuil en cuir et fronçaient les sourcils avec mépris. « Elena !» chuchota David avec agacement en la tirant à l'écart. « On ne peut pas laisser ça continuer. Il a l'air d'un mendiant qui quémande. » « Je sais, » répondit-elle en lançant un regard plein de mépris à Marco. « J'ai envisagé toutes les options. Il s'est sûrement perdu. Des gens comme lui ne savent même pas où ils ont le droit d'aller ou non. Il faut qu'on le fasse partir, avant que quelqu'un d'important n'arrive. » À ce moment-là, la porte vitrée s'ouvrit. Valeria Torres entra, épouse d'un député fédéral, parfaitement apprêtée, un sac à main valant plus qu'une petite voiture à la main. Elle s'arrêta net, aperçut Marco dans le fauteuil, et son expression se durcit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lança-t-elle d'un ton sec, en pointant Marco, comme s'il s'agissait d'un animal errant. « Depuis quand cette concession est devenue un refuge ?» David se précipita à ses côtés, désespéré de contenir la situation. « Madame Valeria, je vous présente nos excuses. Nous gérons déjà cela. »« Gérer comment? Depuis combien de temps est-il là ?»« Pas longtemps, madame. Nous allons le faire sortir immédiatement. » Valeria lança à Marco un long regard, de la tête aux pieds, le visage tordu de mépris. « Écoutez-moi, David, je ne fréquente pas des endroits qui laissent entrer n'importe qui. Mon mari est une personnalité publique. Notre image ne peut pas être associée à ça. » Marco entendit chaque mot, sentit chaque regard de travers. Et pourtant il resta ferme, se souvenant des mots de sa fille. « Papa, tu es l'homme le plus courageux du monde. » Que penserait-elle maintenant en le voyant traité comme s'il n'était rien? « Monsieur, » dit David en s'approchant à nouveau d'un ton plus dur, « la situation a changé. Des personnes importantes sont présentes. Vous allez devoir partir. » Marco leva lentement les yeux. « Je ne suis pas moins important que quiconque ici. » « Bien sûr que si, » rétorqua Elena, ne cachant plus son mépris. « Regardez-vous, regardez où vous êtes. Vous pensez vraiment avoir votre place ici? » « J'y ai autant ma place que n'importe qui venu acheter une voiture, » répondit Marco d'un ton ferme. Valeria éclata d'un rire sec. « Acheter? Avec quoi? Du maïs ?» La plaisanterie cruelle déclencha les rires de ceux qui se tenaient autour. Marco sentit une tension lui serrer la poitrine, non pas par humiliation, mais en repensant à sa fille qui lui avait un jour demandé « Papa, pourquoi les gens sont-ils méchants avec ceux qui ne portent pas de beaux vêtements ?» Il lui avait répondu « Ils ne sont pas méchants, ma chérie, ils sont juste petits à l'intérieur. »« Monsieur, » insista David, « je vais être direct. Vous dérangez nos clients et nuisez à notre activité. Partez maintenant, ou j'appelle la sécurité. » Marco plongea la main dans sa poche et sortit son paquet de papiers froissés, relevés bancaires, titres de propriété, documents d'exportation. « Puis-je vous montrer la preuve que je peux payer ?» David ne jeta même pas un regard. Aujourd'hui, n'importe qui peut falsifier des papiers, même des enfants savent imprimer de faux documents. « Ceux-ci sont authentiques, » insista Marco. « Authentiques ?» se moqua Elena en riant. « Comme tes 15 camions. »« 15 camions ?» s'étonna soudain Valeria, piquée par la curiosité. « De quoi parle-t-il » David soupira, gêné. « Madame Valeria, ce monsieur prétend vouloir acheter 15 camions Mercedes. » Valeria éclata de rire, un rire si fort qu'il résonna dans tout le showroom. « 15 camions, il sait au moins ce que ça coûte ?»« Plus de 7 millions de réais, » répondit Marco calmement. « Il a même mémorisé le prix, » lança Elena, en riant à en perdre haleine. « Il a dû chercher sur Internet, ce qu'il ne sait probablement même pas utiliser correctement, » ajouta David avec mépris. « Des gens comme lui prennent Google pour une boule de cristal. » Marco sentit un feu s'allumer en lui, pas une rage bruyante ou explosive, mais une colère silencieuse, contenue, qui devenait plus lourde à chaque insulte.
Il repensa à l'hôpital, à sa fille allongée, faible, mais pleine de rêves. « Papa, quand j'irai mieux, on construira un hôpital pour les enfants qui n'ont pas d'argent. » Et il avait répondu « Oui, princesse, on les aidera tous. » Et maintenant, le voilà, essayant de tenir cette promesse, moqué comme un fou. « Puis-je au moins expliquer pourquoi j'ai besoin de ces camions ?» demanda Marco, tentant de garder son calme. « Pourquoi faire ?» se moqua David. « Transporter tes pommes de terre, emporter du soja à l'export. »« Ma production annuelle est de 500 000 tonnes, » répondit Marco. Les mots flottèrent dans l'air. Le silence qui suivit fut lourd, étouffant. Un demi-million de tonnes n'était pas un chiffre banal. C'était le genre de volume produit par un grand propriétaire terrien. Mais David était allé trop loin pour reconnaître qu'il avait tort. « 500 000 tonnes !» répéta-t-il sarcastiquement. « Bien sûr. Et moi, je suis le président de Mercedes au Brésil. »« Tu ne comprends pas, » dit Marco, la voix plus grave. « Je ne suis pas venu ici pour plaisanter. Je suis venu tenir une promesse. »« Quelle promesse ?» exigea David. Marco hésita. Il ne voulait pas partager l'histoire la plus sacrée de sa vie avec des gens qui se moquaient de lui. « Une promesse importante !» dit-il finalement. « Importante pour qui ?» marmonna Elena. « Pour tes poules ?» Cette fois, Marco se leva. Pas parce qu'il allait partir, mais parce que la colère en lui bouillonnait. Son ton se fit plus tranchant. « Faites attention à ce que vous dites. »« Sinon quoi ?» lança David en s'approchant. « Tu vas appeler tes bœufs pour te défendre ?»« Je ne vais rien faire, » répondit Marco calmement, mais il y avait dans sa voix quelque chose qui poussa David à reculer instinctivement. « Je vais juste rester ici jusqu'à ce qu'on me traite avec respect. » Valeria applaudit dans un faux ravissement. « David, appelle la sécurité, on ne va pas perdre notre temps avec ce genre de personnes. »« Ce genre de personnes ?» demanda Marco en la fixant du regard. « Les gens qui ne savent pas rester à leur place. »« Ma place est là où je choisis d'être, surtout quand j'ai l'argent pour payer. »« Quel argent ?» ricana-t-elle. « De l'argent réel ou des billets de Monopoly ?» Marco se rassit, respirant profondément pour contenir la tempête intérieure. Son esprit repartit à un dimanche matin, lorsqu'il avait emmené sa fille voir les champs. Elle avait regardé avec admiration les camions chargés de soja quitter la ferme. « Papa, ça va où tout ça ?»« Dans d'autres pays, ma fille, pour nourrir des gens partout dans le monde. »« Alors tu aides à nourrir le monde ?»« Oui, princesse. Quand je serai grande, je veux aider aussi. Je veux soigner les enfants malades. » C'était ça, le cœur de tout. Pas les camions, pas l'argent, mais une petite fille de 8 ans qui rêvait de sauver d'autres enfants comme elle. « Monsieur », coupa froidement David, tentant de reprendre le contrôle. « Ça suffit. Le cirque est terminé. Soit vous partez, soit j'appelle la sécurité. »« Allez-y, » répondit Marco. « Vous plaisantez ? Vous êtes fou. » « Je ne suis pas fou. Je suis déterminé. » Elena se pencha vers un autre vendeur, chuchota rapidement, et celui-ci partit en courant, sans doute chercher la sécurité. Marco le remarqua, mais cela ne lui faisait rien. Il avait affronté bien pire, des nuits sans fin à l'hôpital, des larmes plus douloureuses que n'importe quelle humiliation. « Vous savez quel est votre problème ?» dit Marco, sa voix résonnant dans la pièce. « Vous pensez que des vêtements chers rendent quelqu'un important. » « Et ce n'est pas le cas ?» répliqua Valeria avec un sourire moqueur. « Non, ce qui rend quelqu'un important, c'est le caractère. Et le caractère, ce n'est pas quelque chose qu'on achète en magasin. » La phrase tomba comme un marteau. Pendant plusieurs secondes, tout le showroom resta silencieux. Puis David força un rire, essayant de reprendre le contrôle. « Belle parole, monsieur le philosophe. Mais ici, c'est un lieu d'affaires, pas une salle de prêche. »« Et je suis venu ici pour faire affaire, » répondit Marco fermement. « Avec quel argent ?» lança David. Marco plongea la main dans sa poche, sortit une carte bancaire élégante et la posa sur la table. Une carte noire, réservée aux transactions de plus d'1 million. David jeta un œil à la carte, mais fit semblant de ne rien voir. « Les cartes ? Ça peut aussi se falsifier, » murmura-t-il, bien que sa voix ait perdu de son assurance.
À ce moment-là, 2 agents de sécurité entrèrent dans la concession. Des hommes costauds en uniforme, ils s'avancèrent vers Marco avec un air sévère. « C'est lui ?» demanda l'un d'eux à David. « Oui », répondit David rapidement. « Il dérange nos clients depuis plus d'1 heure. » Marco observa attentivement les agents, des hommes simples, probablement mal payés, chargés de protéger les riches. Des hommes comme lui, qui travaillaient dur chaque jour pour nourrir leur famille. « Monsieur, » dit l'un des agents d'une voix ferme, « nous allons devoir vous demander de partir. »« Je n'ai rien fait de mal, » répondit Marco calmement. « On le sait, mais vous causez un problème. »« Un problème? En restant assis, ici ?» demanda Marco. « Vous savez pourquoi ?» répondit l'agent mal à l'aise. Marco se leva lentement, non pas pour partir, mais pour regarder les agents droit dans les yeux. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-il. Ils clignèrent des yeux, incertains de la question. « Vous avez des enfants ?» répéta-t-il. « Oui !» finit par répondre l'un d'eux. « Moi aussi, j'en avais un !» dit Marco, la voix tremblante pour la première fois. « Une petite fille de 8 ans, la chose la plus précieuse que ce monde m'ait donnée. » L'ambiance changea instantanément. Même Valeria cessa de rire. « Elle m'a fait une promesse avant de partir, » continua Marco, la voix lourde d'émotion. « Et je suis venu ici pour la tenir. Je ne partirai pas tant que ce ne sera pas fait. »« Quelle promesse ?» demanda l'agent, désormais plus doux. Marco regarda autour de lui. David, Elena, Valeria, tous ceux qui s'étaient moqués de lui. Une promesse qui vaut plus que toutes les voitures de ce showroom réunies. Et sur ces mots, il se rassit. Les agents échangèrent un regard, incertains de ce qu'ils devaient faire. Il n'est pas facile de faire sortir un homme qui tient debout par amour pour sa fille. La tension dans la concession devint insupportable. Et Marco savait. Le moment de vérité approchait. Il arrive toujours. Les agents de sécurité restèrent figés, ne sachant pas comment réagir. Un homme parlant de sa fille disparue, ce n'était pas dans leur manuel d'instruction. David, comprenant que la situation lui échappait, fit un geste pour qu'il recule. « Laissez-moi m'en occuper » murmura-t-il d'un ton inquiet. 2 heures passèrent encore. Marco était toujours assis dans le fauteuil, comme enraciné. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, ne provoquait rien. Il attendait simplement, calme, patient, inébranlable, et cette patience rongeait tout le monde autour de lui. David arpentait le sol nerveusement, des gouttes de sueur froide sur le front, alors que des clients importants entraient, voyaient la scène dérangeante et repartaient sans rien acheter. « C'est scandaleux !» se plaignait Valeria pour ce qui semblait être la 10e fois. « Je n'ai jamais vu une concession tolérer ça. » Elena était au bord des larmes. Toute la matinée était tombée dans le chaos. 3 clients étaient déjà partis, des ventes perdues à cause de l'atmosphère pesante. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, des appels d'autres commerciaux voulant savoir ce qui se passait. « David !» souffla-t-elle en le tirant à l'écart. « Ça devient vraiment moche !» Le siège commence à poser des questions. Quelqu'un a posté une photo sur les réseaux sociaux. « Une photo de quoi ?» demanda David, le ventre noué. « De lui assis dans le fauteuil. Les gens commandent déjà, se demandant si Mercedes est devenu un refuge. » David sentit le sang quitter son visage. La réputation de la concession se désagrégeait, tout ça à cause de ce fermier têtu. « Montre-moi » exigea-t-il. Elena lui tendit son téléphone. À l'écran, un post Instagram d'un client « Scène honteuse chez Mercedes. Un SDF reste dans le showroom depuis des heures et personne ne fait rien. » Le post avait déjà 50 commentaires. Certains critiquaient durement la concession, d'autres défendaient l'idée que tout le monde avait le droit d'y entrer. La situation dérapait, se répandant en ligne de la pire manière possible. « Il faut qu'il sorte, maintenant !» gronda David entre ses dents. « Comment ? Il n'a enfreint aucune loi, il est juste assis !» répondit Elena. Pendant ce temps, Marco restait silencieux, observant tout. Il voyait la panique de David, le désespoir d'Elena, l'agacement des clients qui ne comprenaient pas. Mais au-delà de tout cela, il voyait quelque chose de plus profond. Il le voyait clairement maintenant, des gens qui avaient enterré leur humanité sous des couches de luxe, oubliant que derrière chaque chemise usée ou botte abîmée, il y avait toujours une histoire.
Monsieur, dit David en s'approchant à nouveau, peinant à cacher sa colère, laissez-moi vous faire une offre. Si vous partez maintenant, j'organiserai une rencontre privée avec le docteur Lorenzo demain. Qu'en dites-vous? Non, répondit Marco fermement. Non? Comment pouvez-vous refuser? Parce que je ne crois plus en votre parole. La réponse frappa David comme une gifle. Tu ne me fais pas confiance? Tu remets ma parole en question? Oui, répondit Marco calmement. Vous m'avez menti à plusieurs reprises depuis mon arrivée. Elena eut un hoquet de surprise. Quand avons-nous menti? Vous m'avez dit que le docteur Lorenzo ne recevait pas n'importe qui. C'était un mensonge. Chaque client a le droit de parler à la personne responsable. Mais tout le monde n'est pas client, répliqua-t-elle sèchement. Je le suis, répondit Marco. Je suis venu ici pour acheter, pas pour mendier des faveurs. À ce moment-là, un couple élégant qui admirait une Mercedes classe S s'approcha visiblement contrarié. « Monsieur le directeur ?» murmura sèchement l'homme. « Que se passe-t-il ici? Ma femme est gênée. »« Monsieur Ricardo, toutes mes excuses, » répondit rapidement David. « Nous réglons ça. »« Le régler comment? Cet homme est assis ici depuis des heures. C'est normal. » David lança à Marco un regard de haine à peine dissimulé. Ce fermier obstiné était en train de ruiner sa journée, sa réputation, peut-être même sa carrière. « Monsieur Marco, » dit-il entre ses dents serrées, « vous perturbez nos affaires. Vous mettez mal à l'aise nos clients. Ce n'est pas juste. »« Juste ?» Marco leva lentement les yeux. « Vous pensez qu'il est juste de me traiter comme un déchet à cause de mes vêtements ?»« Personne ne vous a traité comme un déchet, » insista David. « Non ?» Marco esquissa un sourire amer. « Vous avez dit que je ressemblais à un mendiant. Vous avez demandé si j'allais payer avec du lait de vache. Vous avez ri au nez quand j'ai dit que je voulais acheter des camions. Si ce n'est pas me traiter comme un déchet, alors qu'est-ce que c'est ?» Le silence qui suivit fut étouffant, car chaque mot était vrai. « Écoutez, » balbutia David, cherchant une excuse. « On doit être prudent. Il y a beaucoup d'arnaques, des gens qui prétendent avoir de l'argent. »« Et moi, je prétends ?» demanda Marco doucement. « Je ne sais pas, » murmura David, sans conviction. « Comment pourrais-je savoir, hein ?» Marco plongea à nouveau la main dans sa poche et sortit la carte noire. Cette fois, il la tendit à David. « Appelez la banque. Vérifiez le solde. » David prit la carte, la regarda, mais ne composa aucun numéro. Une carte ne prouve rien. Elle peut être clonée. « Et qu'est-ce qui prouve quelque chose, alors ?» répliqua Marco. « Des documents officiels? Des preuves de revenus? Des références professionnelles? J'ai tout apporté. » Il désigna les papiers froissés qu'il avait montrés plus tôt. « Vous n'avez même pas pris la peine de les lire. Pourquoi? Parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais avant même que je dise un mot. » La vérité tomba comme un poids lourd. David le savait. Tout le monde le savait. Il avait jugé Marco uniquement sur son apparence et admettre cette erreur lui semblait désormais impossible. À ce moment-là, un autre client entra. C'était le docteur Alberto Navarro, l'un des entrepreneurs les plus riches de la ville, propriétaire d'une grande chaîne de supermarchés. Un homme puissant et respecté, habitué à acheter ses voitures dans cette concession depuis des années. « David !» salua chaleureusement le docteur Alberto. « Comment allez-vous ?»« Docteur Alberto, toujours un plaisir. » répondit David avec un enthousiasme forcé. « Je venais voir cette Mercedes que vous m'avez montrée la semaine dernière. Elle est toujours disponible? »« Bien sûr, laissez-moi vous la montrer. » Mais en passant près de Marco, docteur Alberto s'arrêta net. Il observa l'homme assis calmement dans le fauteuil, puis se tourna vers David. « Qui est ce monsieur ?» demanda-t-il doucement. « Oh, c'est une situation qu'on est en train de régler, » répondit David à la hâte. Le docteur Alberto s'approcha de Marco. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous demander ce qui se passe ici ?» Marco leva les yeux vers lui. Il vit un homme bien habillé, mais contrairement aux autres, il n'y avait aucun mépris dans son regard. Seulement une curiosité sincère. « Je suis venu acheter des camions, » répondit Marco. « J'attends depuis plus de 2 heures qu'on me reçoive. »« Des camions ?»
demanda Dr Alberto. Combien? 15, répondit Marco. Les yeux de Dr Alberto s'écarquillèrent. Il se tourna vers David, clairement surpris. 15 camions, Mercedes, c'est un achat considérable. Pourquoi n'a-t-il pas été reçu? David commença à bredouiller des excuses. C'est que, enfin, on devait d'abord vérifier. Vérifier quoi? Il y a des procédures, demanda sèchement Dr Alberto. Des procédures pourquoi? Vous avez ces documents? Je les ai, confirma Marco. Alors pourquoi n'ont-ils pas été examinés? David resta figé, incapable de répondre. Le silence qui suivit rendit la scène encore plus humiliante devant un client aussi influent. Dr Alberto tenta Elena d'intervenir, la voix tremblante. La situation est compliquée. Compliquée? Comment ça? Eh bien, ce monsieur, il est entré avec ses vêtements en parlant d'acheter 15 camions. Ça nous a semblé... Semblé quoi? Insista Dr Alberto. Elena déglutit difficilement. Ça nous a semblé peu probable. Dr Alberto tourne de nouveau son regard vers Marco. Il ne vit pas un mendiant. Il vit un homme dont les vêtements simples portaient une dignité, dont les mains racontaient des années de labeur, dont les yeux reflétaient à la fois la douleur et une détermination inébranlable. « Monsieur, dit-il respectueusement, puis-je jeter un œil à vos documents ?» Marco étala les papiers froissés sur la table. Dr Alberto les prit et commença à les lire avec attention. À chaque page, son expression changeait. Relevés bancaires montrant des millions de soldes, documents d'exportation vers la Chine et l'Europe, preuve de propriété de 12 exploitations agricoles réparties sur 4 États. « Mon Dieu !» murmura-t-il pour lui-même. Puis, plus fort, « David, tu te rends compte de qui est cet homme ?»« Qui ?» demanda David, blême. « Marco Herrera, l'un des plus grands producteurs agricoles du pays. Je me souviens maintenant, j'ai lu un article sur lui, dans le magazine Exam le mois dernier. Je ne l'avais juste pas reconnu ici. » David eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Elena devint livide. Même Valeria, qui n'avait cessé de ricaner, se tut et se pencha en avant. « Docteur Alberto !» tenta faiblement David, désespéré de reprendre la main. « Nous ne savions pas... » « Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir, » coupa froidement Dr Alberto. « Vous avez jugé cet homme sur ses vêtements. » Marco resta assis, observant le changement brutal se propager dans la pièce. Il vit à quelle vitesse les comportements s'adaptaient lorsqu'on réalisait s'être trompé, mais il ne cherchait pas à être respecté pour sa richesse. Il voulait l'être pour sa dignité, pour le simple fait d'être un être humain. « Monsieur Marco, » dit chaleureusement Dr Alberto, s'adressant à lui avec un véritable respect. « Je suis profondément désolé pour la manière dont vous avez été traité ici, » dit-il. « Ce n'est pas l'esprit de Mercedes-Benz. »« Merci, » répondit Marco simplement. « Puis-je vous demander, » continua Dr Alberto, « pourquoi avez-vous besoin de 15 camions ?» Marco hésita. La question touchait la partie la plus douloureuse de son âme. « C'est une longue histoire. »« J'ai le temps, » répondit doucement Dr Alberto. Marco regarda autour de lui. David, trempé de sueur froide, Elena, nerveuse et tendue, Valeria penchée avec curiosité, tous ceux qui l'avaient moqué et humilié. Peut-être était-ce le moment de dire la vérité sur une fillette de 8 ans qui avait changé sa vie à jamais. « C'est une promesse que j'ai faite à quelqu'un de très spécial, » dit enfin Marco, la voix tremblante pour la première fois. Quelqu'un qui n'est plus là, mais qui vit toujours dans mon cœur. Dr Alberto saisit l'émotion dans son ton. Une promesse importante? La plus importante de ma vie, répondit Marco. Et il savait à cet instant qu'il était prêt à tout raconter. L'histoire qui leur ferait comprendre qu'il n'avait pas seulement jugé un homme riche, mais un père en deuil, tentant d'honorer la mémoire de sa fille. Un lourd silence remplit la concession. Dr Alberto reprit les documents de Marco, les lisant ligne après ligne, avec une attention croissante. David s'essuya le front, le cerveau en feu face à l'ampleur de son erreur. Elena se mordait la lèvre, peinant à réaliser ce qui était en train de se produire. « Monsieur Marco, » dit lentement Dr Alberto, « ces chiffres sont impressionnants. Un demi-million de tonnes de soja par an. C'est exact.
confirma Marco. L'an prochain, j'espère atteindre 600 000. Et vous exportez tout. 80% part en Chine, le reste en Europe et aux États-Unis. Les jambes de David faillirent céder sous lui. Il voyait s'échapper la plus grande opportunité de vente de toute sa carrière. Comme du sable entre ses doigts. 15 camions Mercedes, plus de 7 millions de réais. La commission seule aurait pu lui acheter une maison. Docteur Alberto tenta David de revenir dans la conversation. « Je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» coupa Docteur Alberto, les yeux brûlants d'un mépris à peine contenu. « Expliquer comment tu t'es moqué de l'un des plus grands producteurs agricoles du pays. À cause de ses vêtements ? Nous ne savions pas, murmura faiblement David. Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir. Vous avez préféré lui rire au nez, répondit sèchement Docteur Alberto. Elena tente de se défendre. Docteur Alberto, vous devez comprendre notre position, essaya-t-elle de justifier. Chaque jour, des gens viennent ici pour nous tromper. Et donc, vous supposez que chaque fermier est un escroc? Répliqua Docteur Alberto. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors c'est quoi? Un préjugé? Le mot tomba comme une explosion au centre de la concession. Préjugé, c'était ce que personne n'osait dire, mais qui s'était exprimé dans chaque geste, chaque sourire narquois, chaque insulte, depuis que Marco avait franchi la porte. Valéria, qui avait passé toute la matinée à se plaindre, restait maintenant silencieuse dans un coin, réalisant à quel point elle s'était mal positionnée. D'autres clients, témoins de l'humiliation de Marco, commencèrent à s'éloigner discrètement, mal à l'aise et honteux. « Monsieur Marco », dit le docteur Alberto en se tournant vers lui avec un profond respect, « je vous présente mes excuses au nom de tous les clients qui viennent dans cette concession. La façon dont vous avez été traité est inexcusable. » Marco écouta en silence. Il n'était pas venu chercher des excuses. Il était là pour une seule chose, tenir sa promesse à sa fille. « Docteur Alberto, dit-il lentement, puis-je vous dire pourquoi j'ai besoin de 15 camions ?»« Bien sûr, » répondit doucement le docteur Alberto. « Je vous écoute. » Marco inspira profondément. Il s'apprêtait à partager l'histoire la plus douloureuse de sa vie avec des gens qui s'étaient moqués de lui pendant des heures. Mais il savait qu'il devait la raconter. Il devait comprendre. « J'avais une fille, » commença-t-il, la voix rauque, légèrement brisée. Elle s'appelait Chiara. Le plus beau cadeau que Dieu m'ait jamais fait. L'atmosphère changea immédiatement. Même David s'arrêta de faire les 100 pas, figé. Il y avait dans la voix de Marco quelque chose qui imposait le silence. « Elle avait 8 ans, » poursuivit Marco, les yeux remplis de larmes, des boucles dans les cheveux, un sourire qui illuminait toute la maison. Plus intelligente que quiconque, elle rêvait de devenir médecin. Le docteur Alberto s'approcha, sentant la profondeur de ce que Marco révélait. « Chiara est née avec un problème cardiaque, » dit Marco. « Rien d'incurable, juste une opération à faire. Mais il fallait attendre qu'elle soit un peu plus grande. Les médecins nous ont dit que vers ses 10 ans, elle serait prête pour l'intervention. » Elena, qui s'était moquée de lui toute la matinée, sentit une boule dans la gorge. Sa fille avait le même âge. « En attendant, elle vivait une vie normale, » continua Marco. Elle jouait, étudiait, m'aidait à la ferme. Elle adorait regarder les camions chargés de soja partir vers le port. Elle me demandait toujours où ils allaient. Marco fit une pause, le torse lourd, tentant de garder son calme. Un jour, elle m'a demandé « Papa, notre soja, il sert à nourrir les gens ?» Je lui ai dit que oui. Elle a souri et a dit « Génial !» Alors on aide le monde. Elle était comme ça, toujours à penser aux autres. David baissa la tête. Pour la première fois, il comprenait qu'il était face à un homme porteur d'une douleur immense et invisible. « Il y a 2 ans, reprit Marco, son cœur s'est affaibli plus vite que prévu. Les médecins ont dit qu'il ne fallait plus attendre. Il fallait l'opérer, en urgence. » Sa voix trembla. Le docteur Alberto pose doucement une main sur son épaule. L'opération était prévue un lundi. En août 2024, Chiara était toute excitée. Elle m'a dit qu'après, elle pourrait enfin courir dans la ferme sans être fatiguée. Des larmes coulaient sur le visage de Marco. La veille de l'intervention, elle m'a appelé dans sa chambre. Elle avait peur.
même si elle essayait de le cacher. Elle m'a demandé de m'asseoir sur son lit. À ce moment-là, Elena sanglotait doucement, imaginant sa propre fille dans une telle situation. Elle m'a pris la main et m'a dit « Papa, si jamais il m'arrive quelque chose, promets-moi une chose. » Je lui ai répondu que tout irait bien, mais elle a insisté. « Promets, papa. » « Que vous a-t-elle demandé ?» murmura le docteur Alberto. Marco essuya ses larmes et leva les yeux, regardant un à un tous ceux qui s'étaient moqués de lui, David, Elena, Valeria et les autres. Elle m'a dit « Promets que tu aideras les enfants pauvres, malades comme moi. Promets que tu construiras un hôpital pour eux. » La concession tomba dans un silence total. Même les bruits de la rue semblaient avoir disparu. « J'ai promis, » murmura Marco. « J'ai promis d'aider chaque enfant dans le besoin. » « Et l'opération ?» demanda le docteur Alberto, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Chiara n'a pas tenu. Son petit cœur s'est arrêté sur la table d'opération. Elena éclata en sanglots. David s'adossa au mur, anéanti. Valeria cacha son visage dans ses mains. La douleur de ce moment envahit chacun. « Elle est partie un lundi matin, » continua Marco. « Mais avant de partir, elle m'a soufflé quelque chose à l'oreille. N'oublie pas ta promesse, papa. Aide les autres enfants. » Même le docteur Alberto ne put retenir ses larmes. Et les camions? Les 15 camions symbolisent les 15 mois qu'elle a attendus pour l'opération. Chacun portera le nom d'un enfant qui attend encore des soins. Que voulez-vous dire? Je vais utiliser ces camions pour développer la production de la ferme. Tous les revenus supplémentaires serviront à construire un hôpital gratuit pour enfants, l'hôpital Chiara. Cette annonce tomba comme un éclair en plein milieu de la concession. Marco n'était pas venu pour faire des affaires. Il était là pour quelque chose de bien plus grand, pour la promesse qu'il avait faite à sa fille avant sa mort. « C'est pour ça que j'ai besoin des meilleurs camions disponibles, » expliqua-t-il. « Il me faut optimiser la logistique, augmenter la production, générer plus de revenus. Chaque réal en plus, c'est une vie sauvée. » David s'approcha lentement, le visage marqué par la culpabilité. « Monsieur Marco, je ne savais pas. Comment aurais-je pu deviner ?» Marco le regarda, les yeux remplis d'une profonde tristesse. « Tu ne m'as même pas laissé m'expliquer. »« Je suis désolé, » dit doucement David. Et pour la première fois de sa vie, il pensait vraiment ce qu'il disait. « Je suis désolé pour la façon dont on vous a traité. » Marco répondit calmement. « Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. C'est à Chiara. C'est elle que vous avez offensé. Vous vous êtes moqué de ce en quoi elle croyait. » Elena s'approcha, le visage couvert de larmes. « Monsieur Marco, ma fille a à peu près son âge. Je n'ose imaginer votre douleur. » « Alors, essayez, » coupa Marco. « Imaginez votre fille vous demander d'aider des enfants malades. Puis imaginez entrer quelque part pour réaliser cette promesse et être traité comme un moins que rien. » Ces mots frappèrent chaque cœur dans la pièce. Ils s'étaient moqués d'un père en deuil. Ils avaient insulté une mission sacrée. « Je suis venu ici, » dit Marco, « parce que j'ai lu que cette concession soutient les causes sociales. Je croyais qu'il comprendrait. » Le docteur Alberto secoua la tête avec colère. « Monsieur Marco, ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable. Je vais parler directement au docteur Lorenzo. Où est-il ?»« Il arrive généralement vers 15 heures, » répondit quelqu'un. Marco jeta un coup d'œil à l'horloge. 14h50. Après près de 4 heures d'attente, il allait enfin parler à quelqu'un qui pourrait vraiment aider. « Monsieur Marco, » reprit David, la voix basse et rauque, « si vous me le permettez, je veux participer à la construction de l'hôpital. »« Comment ?» demanda Marco. « Je renonce à ma commission sur les camions. Chaque centime ira à l'hôpital Chiara. » Elena s'avança aussi. « Moi aussi, je renonce à ma part. » Marco les regarda tous les deux. Dans leurs yeux, il vit un vrai regret. Ils avaient enfin compris la gravité de leur erreur. « Chiara serait fière, » dit-il simplement. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et un homme grand, élégant, dans la soixantaine, aux cheveux argentés et à la prestance imposante, entra. C'était le docteur Lorenzo, le propriétaire de la concession.
Il s'arrêta à peine entré, sentant que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était lourde, les gens en larmes, l'air pesant. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Le docteur Alberto s'avança vers lui. « Lorenzo, il faut qu'on parle tout de suite. »« De quoi » demanda-t-il, perplexe. « De la façon dont ton équipe a traité le client le plus important qui ait jamais mis les pieds ici. » Lorenzo regarda autour de lui et remarqua Marco, assis en silence, le regard de quelqu'un qui a trop souffert. « Qui est cet homme ?»« Marco Herrera, » répondit Alberto. « Et l'histoire qu'il a à raconter va changer ta vision de ce que signifie traiter les gens avec dignité. » Marco se leva lentement. Il allait enfin être écouté, mais ce n'était plus seulement une question de camion, c'était plus grand que ça. C'était une question de justice pour Chiara. Le docteur Lorenzo balaya la pièce du regard, comprenant qu'il s'était passé quelque chose de grave. La salle était pleine de tension. Les employés avaient le visage de gens assistant à un enterrement, les clients étaient silencieux, et au milieu se tenait cet homme humble, rayonnant d'une dignité silencieuse qui touchait l'âme. « Alberto, raconte-moi ce qui s'est passé, dit-il. » Alberto l'attira à l'écart et lui murmura avec urgence « Lorenzo, tu ne vas pas y croire. Cet homme est arrivé il y a 4 heures pour acheter 15 camions Mercedes. Et ton équipe l'a traité comme un pauvre type sorti de nulle part, demanda Lorenzo, abasourdi. 15 camions, répéta Alberto. Les yeux de Lorenzo s'écarquillèrent. Ça fait plus de 7 millions de réés, non? Exactement, confirma Alberto. Et regarde ces documents. Le docteur Lorenzo prit les documents froissés que Marco avait apportés. En les lisant, son expression changea du tout au tout. Ce n'était pas de simples formulaires d'achat ou des notes. C'étaient des documents prouvant la propriété d'une vaste exploitation agricole, une que la plupart des gens ne connaissaient même pas. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « 12 fermes réparties sur 4 États. Il exporte vers 3 continents. »« Tu sais qui est cet homme ?» demanda Alberto. Les jambes de Lorenzo faillirent céder. « Marco Herrera » souffla-t-il. « Tu veux dire ce Marco Herrera ? De Herrera Agronegocios ? » « Exactement. »« Alberto, » dit Lorenzo, la voix tremblante, « cet homme vaut plus de 200 millions de réais. C'est l'un des plus grands producteurs agricoles du pays. » La révélation frappa Lorenzo comme une décharge. Un peu plus loin, David entendit et sentit ses jambes flancher. Elena dut s'appuyer contre un camion pour ne pas tomber. Le docteur Lorenzo se précipita vers Marco, le visage rouge de honte et d'urgence. « Monsieur Marco Herrera, je suis Lorenzo de la Cruz, le propriétaire de cette concession. » Marco se tourna calmement vers lui. « Enchanté, docteur Lorenzo. »« C'est moi qui suis honoré, » répondit sincèrement Lorenzo. « Et je tiens à vous présenter mes excuses les plus profondes pour la façon dont vous avez été traité ici aujourd'hui. C'est totalement inacceptable. » « Merci, » répondit Marco, la voix posée. « Puis-je vous demander ce qu'il s'est exactement passé ?» demanda Lorenzo. Marco jeta un regard vers David et Elena, tous deux pâles et honteux. « Je suis arrivé à 9 heures avec l'intention d'acheter 15 camions Mercedes, dit-il, et j'ai été traité comme un escroc venu faire une arnaque. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Lorenzo. « Ils m'ont ri au nez, dit Marco. Ils m'ont dit que j'avais l'air d'un mendiant. Ils m'ont demandé si j'allais payer en lait de vache. Certains ont même douté que je sache lire ou écrire. » Le visage de Lorenzo s'assombrit de colère. Il se tourna brusquement vers David, la voix tranchante. « C'est vrai ?» David tenta de répondre mais resta bloqué, submergé par la culpabilité. Il parvenait à peine à parler. « Réponds-moi » cria Lorenzo. « Oui, c'est vrai » murmura David, à peine audible. « Mais on ne savait pas qui il était. »« Vous ne saviez pas ?» hurla Lorenzo. « Et c'est une excuse pour humilier quelqu'un? C'est ça ton argument ?»« Non, monsieur, » dit David, la voix basse. « Tu réalises à qui tu as affaire ?» cria Lorenzo. « Marco Herrera est l'un des plus gros clients de Mercedes au Brésil. Il achète des tracteurs, des machines, de l'équipement. Il a investi plus de 50 millions de réais dans notre marque. » Elena éclata en sanglots, réalisant à quel point elle avait tout gâché. Elle venait peut-être de tout perdre. « Et pire encore, » continua Lorenzo,
Vous avez insulté un homme qui vit quelque chose d'inimaginable. Que voulez-vous dire? Demanda David, toujours perdu. Alberto s'avança. Lorenzo, laisse-moi t'expliquer. Monsieur Marco a perdu sa fille l'an dernier, dit-il calmement. Elle avait seulement 8 ans. La colère disparut du visage de Lorenzo. Il regarda Marco avec un tout autre regard. Elle avait un problème cardiaque, dit Marco doucement. Elle n'a pas survécu à l'opération. Je suis sincèrement désolé, dit Lorenzo, la voix sincère. Merci, répondit Marco, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Alors pourquoi? Demanda Lorenzo. Marco inspira profondément. Avant de partir, ma fille m'a fait promettre d'aider d'autres enfants malades. J'achète ces camions pour développer notre production et construire un hôpital pour enfants, entièrement gratuit. Un hôpital? Répéta Lorenzo stupéfait. Oui, un hôpital pédiatrique totalement gratuit, dit Marco. Il s'appellera Hôpital Chiara, en sa mémoire. Et les camions? Demanda à nouveau Lorenzo. Ils permettront de transporter notre soja plus efficacement. Chaque réal gagné en plus ira à l'hôpital. Les 15 camions représentent les 15 mois qu'a duré l'attente de ma fille pour son opération. Lorenzo se tourna lentement vers David et Elena, tentant de contenir sa fureur. « Vous vous êtes moqué d'un homme qui veut construire un hôpital pour enfants ?» lança-t-il d'un ton tranchant. « Nous ne savions pas, sanglota Elena. Nous l'avons jugé sur son apparence. Nous avons pensé qu'un fermier ne pourrait jamais se permettre quelque chose comme ça. » Marco intervint calmement. « Docteur Lorenzo, vous n'avez plus besoin de les réprimander. Ils ont compris leur erreur. » « Monsieur Marco, répondit Lorenzo en baissant la voix, ce qui s'est passé ici est honteux. En tant que propriétaire de cette concession, j'en assume l'entière responsabilité. » « C'est du passé, dit Marco. Maintenant, je veux juste aller de l'avant avec ce pourquoi je suis venu. » « Bien sûr, acquiesça Lorenzo. Les 15 camions, quel modèle recherchez-vous? » « Mercedes Actros 2151, 6,4, répondit Marco. « Avec tous les équipements disponibles, le forfait complet, sans négociation. »« 7 400 000 réais, annonça Dr Lorenzo. « L'accepteriez-vous pour 7 ?»« Pas besoin de réduction, répondit Marco fermement. « Je veux payer le prix juste et complet. »« Monsieur Marco, insista Lorenzo, après ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la moindre des choses que je puisse proposer. » Marco secoua lentement la tête. « Une réduction n'efface pas l'humiliation que j'ai subie. Mais un changement d'attitude, ça oui. »« Que voulez-vous dire par changement ?» demanda Lorenzo. « Apprenez à vos employés que l'argent ne se lie pas sur les vêtements. Apprenez-leur que chaque personne qui franchit vos portes mérite du respect, peu importe son apparence. » Lorenzo se tourna vers David et Elena. « Vous avez entendu ce qu'il a dit ?»« Oui, monsieur, » répondirent-ils en chœur. « À partir de maintenant, » annonça Lorenzo, « tout employé qui juge un client sur son apparence sera immédiatement renvoyé. »« Compris, » murmura David, encore bouleversé. Puis Lorenzo se tourna à nouveau vers Marco. « Monsieur Marco, en plus des camions, j'aimerais vous faire une proposition. »« Quel genre de proposition ?» demanda Marco, intrigué. « Mercedes-Benz serait honoré de soutenir officiellement l'hôpital Chiara. Nous voulons verser 1% de notre chiffre d'affaires annuel au projet. » Marco resta sans voix. « C'est incroyablement généreux. Elle le méritait, dit Lorenzo. C'est la moindre des choses pour honorer son rêve. » Les larmes montèrent aux yeux de Marco. Chiara serait si heureuse. Valeria, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança timidement. « Monsieur Marco, » commença-t-elle, « je vous dois aussi des excuses. J'ai été froide et désagréable. »« C'est oublié, » répondit Marco doucement. « Je n'y arrive pas, » dit-elle. « Je veux faire quelque chose pour aider. Mon mari est député. Nous pouvons vous aider avec les autorisations pour l'hôpital. » Marco acquiesça, visiblement ému. « Chaque aide compte. » Dr Lorenzo ouvrit sa tablette et commença à finaliser la vente. « Monsieur Marco, quand souhaitez-vous recevoir les camions ?»« Le plus vite possible, » répondit Marco. « Chaque jour compte. Un enfant de plus pourrait ne pas recevoir l'aide à temps. »« Je comprends, »
dit Lorenzo. Nous pouvons livrer les 15 camions en une semaine, chacun avec le nom de l'hôpital inscrit. Parfait. David s'avança prudemment. Monsieur Marco, je peux dire quelque chose? Allez-y. Aujourd'hui, vous m'avez donné la leçon la plus importante de ma vie. Je ne jugerai plus jamais personne sur son apparence. J'espère que vous êtes sincère, dit Marco. Je le suis, et je veux le prouver. Je renonce à mon salaire pour les 6 prochains mois au profit de l'hôpital. Elena le rejoignit. Moi aussi, dit-elle en pleurant. Je veux aider à faire vivre la mémoire de Chiara. Marco les regarda tous les deux. Dans leurs yeux, il vit la vérité. Il vit de la maturité. Il vit du changement. Chiara a toujours cru que les gens pouvaient changer, dit-il doucement. Aujourd'hui, vous me montrez qu'elle avait raison. Le docteur Lorenzo finalise l'achat. Tout est prêt, monsieur Marco. 7 millions de réais, paiement intégral, livraison dans une semaine. Marco tendit sa carte noire. Vous pouvez la débiter. Le paiement fut approuvé immédiatement. 7 millions de réais transférés sans délai, la plus grosse vente de l'histoire de la concession. Monsieur Marco, dit Lorenzo d'une voix solennelle, c'est un honneur de faire affaire avec vous, et un honneur encore plus grand de faire partie du rêve de Chiara. Pour la première fois de la journée, Marco sourit. Elle nous regarde, dit-il, et je sais qu'elle est fière. Ces 15 camions vont aider à sauver des enfants. C'était son souhait. Le docteur Alberto ajouta, et elle doit être fière du père qu'elle avait. Marco remit son chapeau sur sa tête. Merci, docteur Lorenzo. Ces camions vont changer des vies, et j'espère que les enfants sauvés à l'hôpital Chiara sauront toujours que tout a commencé ici, avec un père qui a refusé de briser une promesse. Il adressa un dernier signe de tête à tous, puis se dirigea vers la porte. Mais juste avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Souvenez-vous de ceci, dit-il. Le caractère, ce n'est pas quelque chose qu'on porte, c'est quelque chose qu'on porte en soi. » Et sur ces mots, Marco sortit comme il était entré, discret, humble, digne, mais désormais respecté par chaque personne qui venait d'être témoin de la leçon la plus puissante de leur vie. Marco n'était plus qu'à quelques pas de la sortie quand docteur Lorenzo l'interpella. « Monsieur Marco, s'il vous plaît, attendez. » Marco s'arrêta, un peu surpris. « Vous avez parlé d'une promesse faite à votre fille, » poursuivit Lorenzo avec douceur. « Mais vous n'avez pas dit laquelle. Accepteriez-vous de nous la partager, si ce n'est pas trop douloureux ?» Marco hésita. Les souvenirs étaient encore vifs, les exprimer à voix haute n'était pas facile, mais en regardant autour de lui, il vit des visages attentifs, sincères. Ce n'étaient plus les mêmes personnes qui s'étaient moquées de lui plus tôt. C'étaient des gens transformés, des gens qui voulaient comprendre. « Vous êtes sûr de vouloir l'entendre » demanda Marco. « Oui » répondit immédiatement docteur Lorenzo, au nom de tous. Si nous devons nous engager aux côtés de l'hôpital Chiara, nous voulons comprendre ce qui l'anime. Marco prit une profonde inspiration et revint au centre de la concession. Les employés se rassemblèrent autour de lui. David, Elena, docteur Alberto, Valeria, même les agents de sécurité. « Chiara est née le plus beau jour de ma vie », commença-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Le 8 mars 2016. Poids parfait, pleurs vigoureux. Elle est venue au monde comme si elle était prête à tout affronter. » La pièce plongea dans un silence total, chaque âme suspendue à ces mots. À 6 mois, les médecins ont découvert une malformation cardiaque. Ils nous ont dit que c'était traitable, mais qu'elle devait d'abord se renforcer. Ils ont dit qu'elle serait opérée à 10 ans et que tout irait bien. Elena essuya discrètement une larme. Chiara a grandi en sachant que son cœur avait un problème, mais elle ne s'est jamais laissée abattre. Elle disait que Dieu lui avait donné un cœur spécial parce qu'elle était assez courageuse pour le supporter. « Quelle petite fille incroyable !» murmura docteur Alberto. « Elle l'était vraiment, » dit Marco avec un léger sourire. « À 7 ans, elle lisait déjà des livres toute seule. Elle adorait tout ce qui touchait à la médecine, surtout l'anatomie.
Elle disait qu'après son opération, elle deviendrait cardiologue. Elle voulait aider d'autres enfants comme elle. Marco fit une pause pour reprendre son souffle. Chaque dimanche, elle m'accompagnait à la ferme. Elle aimait les champs, les machines. Elle aidait même à inspecter les cultures et parlait avec les ouvriers. Ils l'adoraient. « Et les camions ?» demanda doucement Lorenzo. « Oh, elle adorait les camions », répondit Marco, les yeux brillants un instant. Elle pouvait les regarder pendant des heures, transportant le soja à travers les terres. Elle posait des tas de questions. Où ils allaient, combien pesait la cargaison, combien de temps il fallait pour arriver au port. Un sourire à la fois doux et douloureux se dessina sur son visage. Un jour, elle m'a demandé « Papa, combien de personnes mangent grâce à notre soja ?» Je lui ai dit que chaque cargaison nourrissait des milliers de familles dans le monde. Elle a applaudi et crié « C'est génial, on est des héros de la nourriture !» David s'appuya contre un camion, la gorge nouée par l'émotion. À partir de ce moment-là, elle a cru que la ferme avait un but au-delà de l'argent. Elle disait que c'était notre mission d'aider à nourrir le monde. Et elle m'a dit « Papa, quand je serai grande, je veux aider aussi. Mais je veux aider les enfants comme moi, ceux qui sont malades. » « Quelle âme généreuse !» murmura Valeria, bouleversée par ce qu'elle entendait. « En juillet dernier, reprit Marco, son état s'est aggravé. Les médecins ont dit qu'on ne pouvait plus attendre. L'opération a été programmée pour août. La tension dans l'air était palpable. Tous sentaient où cette histoire menait. « Elle était si impatiente, » dit Marco, la voix brisée. Elle disait qu'après l'opération, elle pourrait enfin courir dans les champs sans perdre son souffle. Elle rêvait de jouer à cache-cache sans devoir s'arrêter pour se reposer. Marco s'essuya les yeux avec sa manche. La veille de l'opération, elle a été hospitalisée. Je suis resté avec elle. J'ai dormi sur une chaise à côté de son lit. Et ensuite, demanda Elena doucement. À 2 heures du matin, elle m'a réveillé. Elle avait peur, mais elle essayait de rester courageuse. « Papa, elle m'a dit, je peux te demander quelque chose ?» Dans la pièce, tout le monde retenait son souffle. « Bien sûr, ma princesse, tout ce que tu veux, » je lui ai répondu. « Si quelque chose tourne mal, demain, si je ne m'en sors pas... » La voix de Marco se brisa. Il déglutit avec difficulté. « Tu me promets d'aider les enfants qui ne peuvent pas se payer leur opération ?» Elle m'a demandé. « Tu promets de construire un hôpital pour eux ?» Des larmes coulaient déjà sur de nombreux visages. Je lui ai dit que tout irait bien. Je lui ai dit qu'elle allait s'en sortir, mais elle a insisté. « Promets-moi, papa, » elle a dit. « Promets que tu utiliseras notre ferme pour sauver des enfants comme moi. » « Qu'avez-vous répondu ?» demanda Dr Lorenzo, la voix tremblante. « Je lui ai pris la main, » dit Marco doucement, « et je lui ai promis. J'ai promis que je construirais le plus grand hôpital pour enfants de notre État. L'hôpital Chiara. Et l'opération ?» demanda Lorenzo, presque à voix basse. Marco ferma les yeux un instant. Elle est entrée en salle à 7 heures, lundi matin. Elle m'a envoyé un baiser et m'a dit « Au revoir, papa, n'oublie pas notre promesse. » Le silence était écrasant. Après 5 longues heures, le chirurgien est sorti et m'a annoncé ce qu'aucun père ne devrait jamais entendre. Son petit cœur n'avait pas tenu. Elle est décédée pendant l'opération. Elena éclata en sanglots. Les yeux de David étaient injectés de rouge. Dr Lorenzo s'essuya le visage, incapable de contenir son émotion. Mais Marco n'avait pas terminé. Avant de partir, dit-il, elle a chuchoté quelque chose à l'infirmière. « Dis à mon papa que je vais aider à prendre soin des enfants au paradis, » elle a dit. « Et lui, il prendra soin d'eux ici-bas. » Tout le personnel de la concession pleurait. Même les représentants des compagnies d'assurance étaient visiblement émus. « C'est pour ça que je suis ici, » dit Marco, en regardant chaque visage autour de lui. « Je ne suis pas venu acheter des camions pour le business. Je suis venu honorer la promesse la plus sacrée qu'un père puisse faire à sa fille. » Dr Lorenzo s'approcha et le prit dans ses bras. « Monsieur Marco, Mercedes-Benz ne va pas seulement vous vendre des camions. Nous allons devenir partenaires à long terme de l'hôpital Chiara. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?»
demanda Marco, surpris. « Nous allons offrir une ambulance à l'hôpital chaque mois, expliqua Lorenzo. Nous formerons une équipe de mécaniciens spécialisés pour entretenir vos équipements et nous créerons un fonds permanent pour la maintenance continue. » Les yeux de Marco se remplirent à nouveau. « C'est bien plus que ce que j'avais imaginé. »« C'est ce que Chiara mérite, » dit doucement Lorenzo, « et ce que vous méritez, surtout après la façon dont vous avez été traité ici. » David s'avança, complètement effondré. « Monsieur Marco, je porterai toute ma vie la honte de m'être moqué de vous et du rêve de votre fille. » Marco pose une main sur son épaule. « Chiara disait que les gens ne font des erreurs que parce qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire. Maintenant, tu la connais. C'est ça qui compte. Est-ce que ce serait d'accord si je visitais l'hôpital un jour, quand je serai prêt? » « Bien sûr, » répondit Marco. « Elle serait heureuse de savoir que tu as changé. » Elena s'approcha, la voix tremblante. « Monsieur Marco, ma fille a aussi 8 ans. Ce soir, quand je rentrerai chez moi, je vais la serrer très fort dans mes bras et lui parler de Chiara, d'une petite fille courageuse qui a changé nos vies. Faites-le, acquiesça Marco, et rappelez-lui qu'il y a toujours des enfants dans le besoin. » Le docteur Lorenzo avait terminé les documents. « Monsieur Marco, les 15 camions arriveront à votre ferme d'ici lundi prochain. Chacun portera une plaque spéciale en sa mémoire. »« Que dira-t-elle » demanda Marco. « À la douce mémoire de Chiara Herrera, un ange pour les enfants. » Marco ne put se retenir. Il pleura à chaudes larmes. « Merci. Elle aurait été tellement heureuse. »« Elle l'est, » dit doucement Valeria. « Je suis sûr qu'elle nous regarde de là-haut. » Le docteur Lorenzo s'avança de nouveau. « Monsieur Marco, puis-je partager quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. Ma petite fille a le même âge que Chiara. Hier encore, elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et maintenant, je pourrais lui répondre « J'aide des pères courageux à tenir leurs promesses à des filles trop spéciales pour ce monde. » Marco sourit, le visage encore baigné de larmes. Chiara disait toujours que n'importe quel métier pouvait aider quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. « Aujourd'hui, ajouta-t-il, vous lui avez donné raison. » David, encore ému, demanda doucement « Monsieur Marco, puis-je vous poser encore une question ?»« Allez-y. Combien d'enfants l'hôpital Chiara pourra-t-il accueillir ?» Marco répondit « Le projet est de soigner 200 enfants hospitalisés en même temps. Nous réaliserons environ 500 opérations chaque mois, totalement gratuites. » Le docteur Lorenzo fit rapidement le calcul dans sa tête. « Cela fait 6000 opérations par an, dit-il, impressionné. 6000 vies sauvées. »« Exactement, dit Marco. 6000 enfants qui auront la chance que Chiara n'a pas eue. » L'atmosphère à l'intérieur de la concession était indescriptible. Quelque chose avait changé pour toujours. Toutes les personnes présentes, employés, clients, visiteurs, avaient été transformées par l'histoire d'un humble fermier et de sa fille extraordinaire. « Monsieur Marco, dit le docteur Lorenzo, la voix remplie d'émotion, vous n'avez pas seulement acheté 15 camions aujourd'hui. Vous nous avez donné une leçon que nous n'oublierons jamais. » « La leçon ne vient pas de moi, répondit Marco. Elle vient de Chiara. Elle m'a appris que l'amour ne meurt pas quand quelqu'un nous quitte. Il continue à vivre à travers le bien que nous faisons en son nom. » Il attrapa son chapeau, le posa doucement sur sa tête et se dirigea à nouveau vers la porte. « Merci à vous tous pour tout, dit-il. On se revoit quand les camions seront livrés. »« Monsieur Marco !» lança Elena une dernière fois. « Chiara doit être tellement fière du père qu'elle a. » Marco se retourna avec un sourire rempli de chagrin, de gratitude et de paix. « Je l'espère, » dit-il doucement, « parce que tout ce que je fais maintenant, c'est pour faire vivre son rêve. » Et sur ces mots, il quitta la concession. Les 15 camions étaient en route. L'hôpital Chiara allait devenir une réalité. Et le rêve d'une petite fille allait apporter de l'espoir à des milliers d'autres. La leçon avait été transmise et elle ne serait jamais oubliée. Ne jugez jamais quelqu'un selon son apparence, car vous pourriez humilier un ange déguisé.
6 mois après le jour qui avait tout changé, Marco se tenait devant un bâtiment sorti d'un rêve. L'hôpital Chiara brillait sous le soleil du matin. 5 étages construits avec de l'amour, de la compassion et du béton. L'espoir devenu réalité. À l'entrée, une plaque dorée portait la photo souriante d'une fillette de 8 ans, comme si elle était encore en vie, en train d'observer le miracle se réaliser. « On l'a fait, ma princesse », murmura Marco, les yeux fixés sur son image. « On l'a fait ». Alignés devant l'hôpital se tenaient les 15 camions Mercedes-Benz, tous impeccables, chacun symbole d'une promesse tenue. Sur chaque camion, un nom était inscrit, pas un simple numéro, mais une vie déjà touchée par les soins de l'hôpital. Chiara 01, Chiara 02, jusqu'à Chiara 15. Chaque véhicule représentait bien plus qu'un simple moyen de transport. Ils incarnaient des parcours sauvés, des familles réunies, des destins réécrits. Le docteur Lorenzo arrive avec toute sa famille, sa femme, ses enfants, même ses petits-enfants. Ils étaient tous venus voir l'hôpital, né d'une promesse chuchotée dans une chambre d'hôpital au cœur de la nuit. « Monsieur Marco », dit Lorenzo, visiblement ému, « je n'aurais jamais imaginé assister à quelque chose d'aussi beau. » « C'était la vision de Chiara, » répondit Marco, déposant une délicate couronne de fleurs blanches au pied de la plaque de sa fille. « J'ai seulement veillé à ce qu'elle devienne réalité. » Peu après, David fit son apparition. Pas seul, mais entouré de sa famille et de 20 employés de la concession. Ils arrivèrent humblement, habillés simplement. L'arrogance qu'ils affichaient autrefois avait disparu depuis longtemps. 6 mois de bénévolat à l'hôpital avaient transformé David. Il n'était plus l'homme que Marco avait rencontré au départ. « Monsieur Marco, » dit David, les yeux pleins d'émotion, « j'ai quelque chose de spécial à vous dire. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marco. « La première opération aujourd'hui, c'est pour une fillette de 8 ans. Elle a la même malformation cardiaque que Chiara. » Marco sentit sa poitrine se serrer. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il doucement. « Sophia. Et hier soir, poursuivit David, elle a dit à sa maman qu'elle voulait rencontrer le papa de Chiara. Elle a dit qu'elle voulait vous remercier d'avoir construit l'hôpital. » Les larmes montèrent aux yeux de Marco. C'était comme un message venu du ciel, un signe de sa fille. Elena s'approcha en silence, tenant la main de sa fille, une fillette aux yeux pétillants de 8 ans. « Monsieur Marco, dit-elle, voici ma fille Martina. Elle voulait vous rencontrer. » Martina lâcha la main de sa mère et courut droit dans les bras de Marco. « Tonton Marco, maman m'a tout raconté sur Chiara. » Marco se mit à sa hauteur, le cœur gonflé. « Elle l'a fait. Elle m'a dit que Chiara était un ange qui t'a demandé d'aider les enfants. »« C'est vrai ?»« C'est vrai, » sourit Marco. « Alors, c'est mon ami, » s'exclama Martina, « parce que moi aussi je veux aider les enfants. » Marco la serra dans ses bras, ressentant une chaleur qu'il n'avait plus connue depuis des mois. C'était comme si Chiara parlait à travers elle. « Tu sais ce que ta maman a fait après avoir entendu parler de Chiara ?» demanda-t-il. « Quoi ?» Elle a changé, complètement. Elle est devenue une meilleure personne. Maintenant, elle aide l'hôpital chaque week-end. Martina se tourna vers sa mère, les yeux remplis d'admiration. « Maman est une héroïne !»« Elle l'est », acquiesça Marco, « tout comme Chiara. » Le docteur Alberto arrive bientôt, accompagné d'un grand groupe, des chefs d'entreprise, des politiciens, des personnes influentes. Mais aucun ne portait de costume chic, ni ne montrait de signes de richesse. Ils étaient venus en égaux en soutien d'un projet plus grand qu'eux. « Monsieur Marco, » dit le docteur Alberto, « j'ai amené des personnes qui veulent soutenir l'hôpital. »« Combien ?»« 50 entrepreneurs, » répondit Alberto. Ensemble, ils se sont engagés à financer l'hôpital pour les 20 prochaines années. Marco avait du mal à croire ce qu'il entendait. « 50 » répéta-t-il. « L'histoire de Chiara a touché tout São Paulo, » expliqua Alberto. « Partout, les gens veulent faire partie de ce rêve. » À ce moment-là, une ambulance Mercedes-Benz arriva à l'entrée. C'était la première d'une série de dons mensuels promis par l'entreprise. Une femme sauta de l'arrière du véhicule, serrant un petit enfant contre sa poitrine. La panique sur le visage. « S'il vous plaît !» cria-t-elle.
Mon fils est très malade. Aidez-nous !» Les infirmières n'hésitèrent pas une seconde. Elles coururent vers elle et prirent doucement le garçon dans ses bras, l'emmenant rapidement à l'intérieur pour des soins urgents. Une vie sauvée juste à temps. La mère resta à l'entrée de l'hôpital, en larmes. Marco s'approcha doucement. « Madame, dit-il d'une voix apaisante, votre fils va s'en sortir. »« Mais je n'ai pas d'argent, sanglota-t-elle. Pas d'assurance, pas de solution, rien. » « Vous n'avez besoin de rien ici, » la rassura Marco. « Tout est gratuit. » Elle le regarda stupéfaite. « Gratuit ? » ?»« Oui, » acquiesça-t-il. « Cet hôpital a été construit pour les enfants dont les familles n'ont pas les moyens de payer les soins. » « Mais pourquoi ? Qui ferait une chose pareille ?» Marco montra une plaque avec la photo souriante d'une petite fille. Une fillette de 8 ans avec un grand rêve. Elle voulait aider des enfants comme votre fils. La femme regarda la photo, puis Marco. « C'est votre fille ?»« Elle l'était, » répondit-il. « Aujourd'hui, c'est l'ange gardien de chaque enfant qui franchit ses portes. » La mère éclata en sanglots dans ses bras, bouleversée. « Merci, merci infiniment. »« Ne me remerciez pas, » murmura Marco. « Remerciez Chiara. » 1 heure plus tard, son fils sortit de l'hôpital, sain et sauf. C'était une réaction allergique sévère, pas trop grave avec un traitement rapide, mais dangereuse si on attendait. Des soins rapides avaient tout changé. La femme revint cette fois main dans la main avec son petit garçon. « Tonton !» lança le garçon à Marco. « Maman m'a dit qu'une petite fille a construit cet hôpital juste pour moi. » « C'est vrai, » sourit Marco, « pour toi et pour chaque enfant qui a besoin d'aide. »« Elle est où ?» demanda le garçon. Marco pointa le ciel. « Là-haut, elle veille sur toi. Je peux lui envoyer un bisou ? » « Bien sûr. » Le garçon leva les yeux et envoya un baiser dans l'air. « Merci, Chiara !» Marco sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. La promesse était toujours vivante. À chaque enfant aidé, c'était comme si Chiara souriait depuis les cieux. Le docteur Lorenzo s'approcha, les yeux remplis d'émotion. « Monsieur Marco, dit-il, savez-vous combien d'enfants cet hôpital a aidé en seulement 6 mois ?»« Combien ?» demanda Marco. « 3500 enfants, 500 opérations, toutes réussies. »« 500 petits miracles de Chiara, » murmura Marco, bouleversé. « Et ce n'est que le début. Avec l'agrandissement que nous préparons, dit Lorenzo, nous atteindrons bientôt 1000 opérations par mois. » David arriva avec un dossier à la main. « Monsieur Marco, j'ai apporté le rapport d'impact social de l'hôpital. »« Que veux-tu dire ?» demanda Marco. « Nous avons mesuré combien de familles ont été aidées, combien de vies sauvées, combien cela a soulagé le système de santé publique. Les chiffres sont incroyables. » Marco prit le dossier, mais ses yeux étaient embués. Il n'arrivait pas à lire à travers les larmes. Il n'arrêtait pas de pleurer. Chiara serait fière, n'est-ce pas? Elle le serait sans aucun doute, dit Elena en s'approchant. Et il y a autre chose. Dis-moi, ton histoire est devenue une source d'inspiration. D'autres suivent ton exemple. Vraiment? Oui, un entrepreneur à Minas Gerais a construit un hôpital au nom de son père. Un autre à Rio a fondé un orphelinat en hommage à sa mère. Chiara a lancé un mouvement, sourit Elena. Marco ne put retenir ses larmes. Ce qui avait commencé comme le rêve de sa fille était devenu bien plus grand. Ce n'était plus seulement un hôpital, c'était une vague de compassion qui se propageait dans tout le pays. « Monsieur Marco, » ajouta le docteur Alberto, « il y a quelque chose que vous devez entendre, quelque chose qui touchera votre cœur. Qu'est-ce que c'est? La semaine dernière, une fillette de 8 ans est venue ici pour une opération du cœur. Vous savez ce qu'elle a dit à sa mère? » Marco secoua la tête. Elle a dit « Ne sois pas triste, maman. Chiara est avec moi. Elle m'a dit que tout ira bien. » Le souffle de Marco se bloqua dans sa gorge. C'était comme si sa fille était vraiment toujours là, réconfortant les enfants effrayés, donnant de l'espoir aux familles inquiètes. « L'opération s'est parfaitement déroulée, » poursuivit Alberto, et quand elle s'est réveillée, elle a dit qu'elle avait rêvé de Chiara.
Elle l'a vu en robe blanche, avec des ailes, veillant sur tous les enfants de l'hôpital. « Ma fille est devenue un vrai ange », murmura Marco. À ce moment-là, un nouveau convoi de camions Mercedes arriva à l'hôpital. 15 camions, tous chargés d'équipements médicaux achetés par la ferme de Marco. « Les renforts sont arrivés », annonça fièrement le docteur Lorenzo. 15 camions de plus pour soutenir l'agrandissement de l'hôpital. Marco regarda les camions et sourit. « Chiara, regarde tous ces camions, juste comme tu l'as toujours rêvé. Ah. » Alors que le soleil se couchait derrière l'hôpital, la célébration du 6e mois touchait à sa fin. Des centaines de personnes avaient passé la journée sur place. Des enfants guéris, des parents reconnaissants et du personnel dévoué. David s'approcha une dernière fois de Marco. « Monsieur Marco, dit-il, je voulais juste que vous sachiez... Ce qui s'est passé ce jour-là, au concessionnaire, a changé ma vie pour toujours. »« En quoi ?» demanda Marco. « J'ai appris que les apparences ne veulent rien dire, que l'argent ne définit pas une personne, et que parfois, la personne qu'on ignore est celle qui a la plus belle histoire à raconter. » Marco acquiesça doucement. « Chiara t'a appris cela. »« Oui, » dit David, la voix pleine de gratitude, et elle leur avait appris à tous. Marco sourit tendrement. Elle a toujours regardé le cœur des gens, jamais leurs vêtements. Elena rejoignit le groupe avec une expression douce. « Monsieur Marco, puis-je vous partager quelque chose ?»« Bien sûr. Ma fille Martina veut devenir médecin maintenant, » dit-elle avec fierté. « Elle m'a dit qu'elle veut travailler à l'hôpital Chiara quand elle sera grande. » Les yeux de Marco s'illuminèrent. « C'est merveilleux. » « Et savez-vous pourquoi ?» poursuivit Elena. « Parce que l'histoire de Chiara lui a montré que même un enfant peut changer le monde. » Marco tourna le regard vers la photo de sa fille à l'entrée de l'hôpital. Son sourire brillait toujours comme un phare. « Elle a vraiment changé le monde, » murmura-t-il. « Et tout a commencé dans ce concessionnaire. »« C'est vrai » approuva le docteur Lorenzo. « Ce jour-là nous a tous changés. Nous avons appris à ne plus juger selon l'apparence. Et nous avons compris que derrière chaque personne, il y a une histoire, » ajouta David. « Une histoire qui peut nous apprendre quelque chose d'important. »« Chiara disait ça, » dit Marco, les larmes revenant. Elle croyait que chacun a quelque chose de spécial à offrir au monde. À ce moment-là, le soleil s'était complètement couché, mais l'hôpital brillait encore. Ses lumières illuminaient doucement la nuit. À l'intérieur, les enfants dormaient paisiblement dans des lits propres, en sécurité, en train de guérir. Leurs parents murmuraient des prières pour une petite fille qu'ils n'avaient jamais rencontrée, mais qui avait sauvé la vie de leurs enfants. « Monsieur Marco, » dit le docteur Lorenzo, « vous avez tenu la plus belle promesse que j'ai jamais vue. »« Je n'ai pas encore terminé, » répondit Marco. « Chiara m'a demandé d'aider les enfants, et tant qu'il restera un enfant dans le besoin, la promesse continue. »« Alors on continuera, » dit David. « Ensemble. »« Ensemble, » répétèrent tous, la voix pleine de conviction. Marco regarda une dernière fois la photo de sa fille. « Mission accomplie, Chiara, du moins pour aujourd'hui. » Ce soir-là, sur le chemin du retour vers la ferme, Marco ressentit la paix. Il savait au fond de lui qu'il avait fait les bons choix. Ces 15 camions Mercedes n'étaient pas de simples machines, c'était la preuve vivante d'une promesse tenue, des symboles d'un amour qui ne meurt jamais, des marques d'une leçon que le monde n'oublierait jamais. Ne jugez jamais quelqu'un par son apparence, vous pourriez mépriser un ange déguisé. L'histoire de ce fermier, autrefois moqué, devenu symbole d'espoir, avait parcouru tout le pays. Mais Marco ne cherchait pas les honneurs. Ce qui comptait vraiment, c'était de savoir que, quelque part au paradis, une fillette de 8 ans souriait, observant son père transformer le chagrin en mission. Et chaque fois qu'une vie d'enfant était sauvée entre les murs de l'hôpital Chiara, Marco murmurait doucement « Une de plus, ma fille, une vie de plus que tu as aidé à sauver. » Car le véritable amour ne meurt pas quand quelqu'un nous quitte. Il continue de vivre dans les promesses que l'on tient et dans les vies que l'on touche. Fin de l'histoire.